Voilà, ça fera une bonne interview. C'est entrée. C'est vous, bande de petits tentacules, donc il enlève les lunettes. Il enlève les lunettes. Fini de Voilà. rire. Parce qu'en fait, ça fait 5 minutes qu'on commence à discuter et que fait ah merde, mais en fait, faut qu'on filme. Donc voilà, on filme, puis après, bah, nous, on va retourner dans notre discussion. Donc JB a abordé en fait 2 suppléments avec une grosse idée derrière la tête parce qu'il a suivi mes conseils culture. Hop. Et bah, tu veux montrer les suppléments? Je fais un peu de teasing. Comment que ça se Bah passe? vas-y, fais ton intro, déroule, montre ton jeu de jambes, Bon, bah vas-y. voilà. Donc, JB, en fait, a découvert le formidable univers d'Arcane. Il s'est dit, ah ouais, là, on tient un bon petit truc au niveau jeu de rôle. Et puis, en plus, au niveau de DD5, on a déjà les trousses à outils pour prendre tout ce qu'il faut pour pouvoir simuler la série. Donc, il m'a contacté, il me dit, ouais, moi, j'ai envie d'en parler. Moi, j'aime bien parler d'Arcane, j'aime bien discuter avec JB. Donc, je lui dis, bah ouais, on fait ça quand? Et puis, bah, du coup, on fait ça maintenant. Là, nous, on est lundi. Et puis, ça sera mis en ligne, de toute façon, juste après. Et puis voilà, puis on a déjà commencé notre discussion, puis au bout de 5 minutes, on s'est dit non, mais on fait déjà tout en fait quand. Enfin bon, voilà, on, Comme on- d'hab. donc on va être en freeride, c'est juste, voilà, on a commencé notre discussion. Donc t'en étais à Eberron DD5, que tu flinguais un petit peu mes espoirs peut-être. Enfin voilà, parlons-en. Eberron DD5. Alors, ouais, alors juste pour revenir sur. Non, on fera Arcane après, on conclura sur Arcane, et voilà. Ouais. Donc, effectivement, en fait, bah, j'ai regardé la série Arcane sur les bons conseils de monsieur. Moi, je suis un ancien joueur de League of Legends, donc j'ai beaucoup joué au jeu de la saison 1 à la saison 7 ou 8, je crois. Et j'ai arrêté de jouer quand ma première fille est née parce que j'avais plus du tout le temps pour pratiquer à un niveau qui m'intéressait. Donc j'étais très très fan de l'univers. À l'époque où je jouais, je regardais beaucoup l'univers et j'ai pas regardé tout de suite la série Arcane sur Netflix parce que j'avais peur en ancien drogué que ça me fasse replonger un peu, tu vois, que tu aies envie d'en refaire. Et en fait, bon, ça n'a pas manqué puisque j'ai vraiment eu envie de rejouer, mais j'aurais pas le temps, donc je le ferai pas. Mais par contre, c'est vrai que bah, comme tout le monde, là pour le coup, No Surprise, je me suis pris une grosse claque devant la série, qui est juste visuellement magnifique, Cocorico studio français, enfin bon, bah, génial. Et c'est vrai que le premier truc que je me suis dit après avoir regardé Arcane, comme j'étais en train de lire, donc ce bébé, c'est faire Arcane avec du Donjons et Dragons, sachant qu'on a deux ressources. Donc je remonte pour la énième fois le Eberron pour faire du steampunk Medfan en cinquième officiel, Eberron et le Ravnica, c'est-à-dire le premier des trois contextes hybrides DD5 Magic the Gathering. Et ces deux contextes de jeu sont des purs contextes Magic Steampunk Medfan, et en combinant les deux, pour moi, on peut faire du arcane easy peasy. Donc je reviendrai là-dessus, et donc c'est l'occasion en plus de faire une petite critique des deux bouquins. Donc, je ne sais pas si toi tu préfères que je commence par Ah bah, je Eberron suis ou en train pas. de faire un plan de vidéo, tu vois, on est en Ouais, pur direct. Et tiens, si on faisait un plan de tout le blabla qu'on est en train de faire. voilà. Bah Donc, écoute, juste petit disclaimer, voilà, histoire de. C'est le même que je t'ai fait juste avant qu'on commence à filmer. Histoire d'être clair et d'annoncer la couleur directe, ce supplément, le supplément Eberron, c'est le supplément de contexte le mieux noté de la cinquième édition depuis le début de la cinquième édition. Il est extrêmement populaire, très apprécié. C'est un très très bon supplément et pour plus de 60 à 70% des gamers américains, c'est le meilleur supplément de contexte de la gamme. Il est très bien, mais à titre perso, j'ai préféré le Ravnica, qui a ses fans, beaucoup moins que le Eberron, et qui pour moi est un meilleur supplément de jeu. Alors je vais revenir en développant un peu l'argumentaire, mais voilà, vous n'allez pas entendre le retour habituel, qui est de dire Eberron c'est le meilleur supplément de contexte. Je vais essayer d'argumenter pourquoi, à mon avis, le Ravnica est meilleur que le Eberron. je te propose en plan. Là, on a fini les généralités de blabla qu'on essaie de pas trop partir en vrille. Présentation d'Eberron, que je vais manger mon frein de pas trop envahir la vidéo dessus, mais toi, c'est un monde que j'aime beaucoup. Ravnica, que j'en connais rien, et en plus, je pense, toi, tu disais Eberron est préféré. En tant que joueur lambda, où je suis pas. Eh ben, Ravnica, je me dirais, ah, c'est la fusion avec l'univers magique, c'est mercantile, je veux pas en entendre parler. Et Eh ben, d'instinct, dans une boutique, j'achète Eberron. eh Point. ben, je vais pas te mentir, c'est une réaction extrêmement fréquente. Pour Ok. beaucoup de gens, des vieux fans historiques de DD, les mélanges DD Magic, par principe, c'est non-achat. Et Ouais. c'est
une belle bêtise, parce qu'on aura l'occasion de faire une critique du deuxième supplément, celui Theros, qui est sorti pour faire du Peplum DD. Lui aussi, il est excellent. Et en fait, pour le moment, j'ai pas lu le dernier, le troisième qui vient de sortir, mais pour le moment, les crossovers Magic DD sont tous de très très bonne qualité. Ok. Bah, c'est bon à savoir. Donc, hop, 2 Eberron, 3 Ravnica, 3.5 Eberron, Arnica. Epic fail. Allez, j'ai fait un. Donc, Eberron, Ravnica, pourquoi t'as préféré Ravnica? En 4, on passe sur Arcane. Et en 5, t'es pas du tout prévenu. Ça fait une demi-heure à cause des bouquins de Romaric Briand que je suis dans les délires de metagaming. Donc, on pourra en parler. Surtout qu'en plus, au niveau metagaming, je trouve qu'il y a un niveau de metagaming qui est rarement appréhendé comme tel et que tu utilises dans CDO, c'est le fait que bah, toi, quand tu fais une action, si le joueur il la décrit assez bien, eh ben, il va avoir un avantage. Alors que tu prends une description de Donjons et Dragons, tu mets l'ambiance. Quand autour de la table, tu décris bien ton attaque et tu machin. Mais le jeu, il prévoit pas de te donner un gros avantage qui fait qu'au niveau de la table, les gens sont poussés à faire une grosse description d'attaque. Alors ça, c'était vrai jusqu'à la 5e édition. La 5e édition récompense le méta-jeu. Mais effectivement, le métagame, on y reviendra par la suite. Donc si ça t'intéresse, on peut se lâcher là-dessus si on a Ouais, du temps, parce que toi et moi, on n'a pas du temps. Hop, eh ben, ça je t'en marche. prie. Eberron, Alors, c'est à toi. alors, je propose, histoire que ce soit moins un monologue, que tu présentes les bases de l'univers, parce que c'est les mêmes, et puis moi, je ferai le retour. En plus, si tu l'aimes bien, moi, je ferai le retour vraiment sur la version 5e. Donc, vas-y, lâche-toi. Alors, en super sommaire, si je prends quelqu'un qui est pas rôliste et que je veux lui expliquer Eberron, bah, je lui dis ouais, c'est Final Fantasy VII sans le niveau technologique aussi poussé, et puis avec la magie qui remplace toutes les technologies. On est sur un Medfan en fait classique qui a su évoluer et où tout simplement bah, il y a eu une utilisation un peu plus rationnelle des ressources magiques et qu'on développe bah, par exemple des trains magiques. Tout ce qui est correspondance. La société est donc plus structurée que sur du Medfan. On a aussi ce qui est très appréciable, un côté cosmico qui est retravaillé par rapport au Medfan classique. C'est, on revient aussi un peu dans le rationnel, à savoir, putain, il y a des trucs qui s'appellent des dragons. C'est méga balèze. Pourquoi des créatures comme ça reste cloîtré au fond des donjons en attendant de se faire poutrer la gueule? Non, les dragons ont une nation, les dragons ont des objectifs. Les dragons, c'est un petit peu plus puissant que les royaumes humains. Voilà. Et donc, c'est un retravail en fait de base de Medfan, mais en poussant certains curseurs logiques sur leurs conséquences réelles. Quand des créatures surpuissantes comme des dragons existent avec leur intelligence, ils ont une société structurée et ils poursuivent des objectifs qui sont à grande échelle. Quand la magie elle peut faire ça, bah, du coup les mecs ils restent pas dans leur tour enfin, voilà, à balancer leurs petits sorts comme ça pour rien. Les magiciens structurent la société et au lieu d'avoir une révolution scientifique, on a une révolution magique qui amène un peu les mêmes choses, hein, à savoir voilà, plus de pratique dans la vie des gens de tous les jours. Vous avez des lampadaires, c'est tout con, mais éclairage nocturne à Eberron, ça existe, c'est par magie et c'est rationalisé. T'as pas beaucoup de monde d'aider où on se dit ah bah c'est un sort facile, on va enchanter des objets faciles pour que dans la ville on ait de la lumière toutes les nuits. Voilà. Et sinon, il y a des factions, il y a des trucs géniaux, il y a des marques, il y a du jeu en développement, il y a 3 dragons cosmiques, il y a des pierres magiques super bien qu'on se croirait dans Final Fantasy. Enfin voilà. Mais sinon, j'en ai pour 15 jours. Petite touche d'Eberron. Non, ben voilà, je pense que tu as bien présenté l'univers. Pour remettre juste le contexte éditorial vite fait, en fait, c'est un univers qui est sorti pour DD3 et qui a la particularité d'avoir été créé suite à un appel par Wizard of the Coast aux gamers américains de leur faire une proposition de contexte. Il y a eu des centaines de propositions, dont des univers dont un auquel tu as consacré une vidéo, puisque le demi-finaliste, c'était Midnight, mais le grand gagnant, c'est Eberron, qui a donc ensuite été accepté par Wizard, et ils ont travaillé avec l'auteur du pitch, donc Case Baker, pour accoucher la version d'Eberron, la version d'Eberron de DD3, qui s'est révélé être un contexte très populaire, qui a eu une grosse gamme avec plein d'infos sur tous les aspects du monde, parce que c'est un monde extrêmement riche. C'est un univers qui a été rebooté en DD4, où il y a eu, je crois, 2 livres, peut-être 3, mais il y avait le livre du joueur, le livre du maître et peut-être une campagne. Je ne suis pas catégorique là-dessus, j'ai pas lu les bouquins DD4. Et il est rebooté en DD5, c'est-à-dire que sur toutes les éditions modernes, il a été à chaque fois remis en place. Ça en dit long sur sa popularité. C'est effectivement un univers très populaire. Et tu as insisté sur le fait que c'était un univers très très riche, et c'est là-dessus que je vais axer ma critique, c'est-à-dire pourquoi moi je considère qu'il est
un peu moins bien que le Ravnica, tout simplement parce que c'est le syndrome Tolkien, c'est un univers d'une complexité, je vais pas dire folle, mais c'est un univers où justement il a essayé de tout rationaliser, de tout mettre en place, de proposer quelque chose qui soit uniquement sur de la nuance de gris, uniquement sur des relations entre factions, sachant qu'il y a plusieurs niveaux de factions entre les pays, donc les maisons à dracogramme qui sont l'équivalent des mégacorps, parce qu'il y a ce côté très cyberpunk en fait dans Eberron, les factions surnaturelles, les foi, parce qu'il y a différentes foi, parce qu'il a fait un choix en rupture totale avec les royaumes oubliés, c'est de considérer un rapport à la foi qui est beaucoup plus proche d'un rapport, on va dire, dans le monde réel, à savoir que personne n'est sûr de l'existence des dieux. Il y a quelque chose qui se passe parce qu'on peut faire des miracles, parce que la classe de clerc, elle fonctionne, les paladins fonctionnent, mais les dieux n'arpentent pas les rues, les dieux sont mystérieux, il y a des structures polythéistes qui se confrontent à des structures monothéistes, donc bref, c'est un univers d'une énorme complexité. La force de cette version 5e, c'est de tout synthétiser en un volume. C'est un régal de lecture. Je voudrais pas faire croire que c'est un mauvais supplément. C'est un putain de bon supplément. C'est un Ouais, tu régal vas de me le lecture. prêter, hein. Toi, de la manière dont tu le présentes, moi j'ai juste envie de te taxer un coup. On va faire 2 mondiales relais. Je vais faire une critique, je veux le voir, quoi. Attends, Putain. c'est mon édition couverture alternative. Ouais. Jamais je m'en sépare, jamais. Donc c'est un univers d'une... Jamais. Voilà, c'est un univers d'une richesse folle qui est parfaitement brossé et évoqué sur quasiment tous les aspects dans ce bouquin. Mais quand tu finis de le lire, alors toi, tu as voyagé. Pendant toute la lecture, tu as eu les images dans la tête, tu as tout vu, tu t'es projeté, tu t'es dit « Oh, qu'est-ce que c'est bien !» Tu t'es fait le petit « Encore, Je encore, te j'en veux coupe. encore. » Eberron, c'est pour les MJ mégalos. Voilà, je vais le Ouais, dire clairement. Si, voilà, si tu vois Eberron, soit tu te dis je vais jouer avec un dixième de tout ce que j'ai vu, soit tu pètes ta durite de mégalomanie et t'imagines The Méga Campagne dans ta tête. sûr. Ouais. Et sachant qu'il y a des ressources pour des dizaines de méga campagnes. En fait, l'univers est juste euh, d'une richesse infinie. Il y a plein de capacités de zoom, mais à côté de ça, ça donne au bouquin, quand tu es un MJ, on va dire, à la cool, et à qui il reste 3 neurones, c'est un côté intimidant. C'était quand même à deux doigts de devoir prendre des notes quand tu lis. Il y a un petit côté, je révise mon CAPES d'histoire. De façon, encore une fois, c'est une lecture très agréable, mais c'est vrai que si tu te dis en tant que MJ, je dois présenter l'univers à mes joueurs lors d'une session zéro, tu vois, pour faire les persos et tout, tu te dis que tu vas passer minimum 2 heures, 2 heures et demie à pitcher l'univers. Si tu veux vraiment jouer à Eberron, c'est-à-dire présenter tous les enjeux de l'univers, tu vas y passer 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est moi, j'ai plus cette envie-là. J'ai envie d'univers euh, carton-pâte que tu peux pitcher en 30 secondes et zou. On y va, on joue. Et c'est vrai que là-dessus, Eberron, ça a été un énorme plaisir de lecteur parce qu'on lit, cette version 5e est géniale, hein, juste par rapport, c'est un super travail de synthèse, c'est un énorme plaisir de lecteur, c'est un super bouquin pour faire rêver, mais je le trouve pas immédiatement super jouable. Sachant que, et c'est là où on commence à entrer dans le... pour vous donner un peu l'ambition de l'auteur, sachant qu'en fait, donc Case Baker, qui a collaboré, l'auteur d'origine d'Eberron, a collaboré à l'écriture de cette version 5e édition, a eu un petit privilège par rapport à Wizard of the Coast, c'est-à-dire que Case Baker, il sort des produits pour Eberron au niveau de la DM's Guild. La DM's Guild, c'est la plateforme de téléchargement de documents de création éditeur tiers pour DD5 soutenue par Wizard, qui touche des sous sur chaque téléchargement, mais qui en échange donne l'accès aux auteurs à tout à leur banque d'images, de données visuelles, de dessins, et permet d'avoir la même mise en page que les produits 5e et tout ça. Et Case Baker, donc, il a sorti un deuxième bouquin. Donc, pour le coup, ce n'est pas un bouquin officiel Wizard, c'est un bouquin qu'il a écrit lui, qui s'appelle Exploring Eberron,
et qui est encore plus épais que celui-là, et qui développe tout ce qu'il estime ne pas avoir pu développer dans celui-là. Donc c'est pour donner en fait le côté Tolkien de Baker qui s'est fait plaisir et qui a créé ce monde encyclopédie d'une immense richesse. Si vous avez aimé l'encyclopédie des royaumes et trouvé que c'était bien et que vous aimez les suppléments qui vont dans ce sens-là, voire en plus, c'est le genre de cam qui va vous plaire. Voilà, donc les MJ complétistes sur Eberron en 5e édition prennent la version, donc ce bouquin-là, l'officiel DD5, et ensuite claquent leur bifton pour aller se choper sur la DM's Guild la version imprimée de Exploring Eberron, sachant que, je ne sais pas si vous avez regardé les prix actuellement sur la DM's Guild quand on veut une version papier, faut lâcher ses 70 balles hein, pour avoir le bouquin. Et là, on a la vision complète telle que Baker l'a. Alors, je ne dis pas que ce bouquin-là n'est pas autosuffisant. Il est autosuffisant. Mais si vous voulez vraiment avoir tout le panorama tel que l'auteur l'a pensé, et les fans d'Eberron sont souvent des fans de l'auteur, il faut aller voir à minima le PDF de l'autre bouquin, et le PDF, il est, je ne sais plus, 15 ou 20 balles. Mais c'est un bon gros PDF, bien illustré, super dense. Et je terminerai sur un autre conseil. Donc je parlais de cette fameuse session 0 où on va passer 2h30 à pitcher l'univers. Il faut savoir que c'est une problématique qui n'a pas échappé même aux fans d'Eberron. Et il y a un produit qui s'appelle l'Eberron Icon, qui a été mis en place par des fans, qui donc est lui aussi sur la DM's Guild, et qui est en fait une sorte de digest de l'univers d'Eberron, où chaque concept est présenté en un paragraphe. Alors, en présentant chaque concept sur un paragraphe dans un petit bouquin avec illustration, le machin fait quand même 42 pages. Hein. C'est pour vous donner un petit peu la masse. Et ce bouquin, les Béronicon, c'est fait par des fans, pour les fans, avec des renvois à la fin de chaque paragraphe-article vers la source sur laquelle ils ont pompé l'info. Et ce bouquin est à prix libre. C'est-à-dire qu'il y a la version de base qui est payante, que vous pouvez aller chercher sur la DM's Guild, mais si vous lisez le descriptif, à la fin, ils mettent 3 liens vers une version à, je crois, 50% du prix, 25% du prix, et une version à 0% du prix, en disant vous pouvez choisir de payer moins parce que vous n'avez pas de thunes et que ça on respecte, ce que je trouve déjà comme geste absolument génial. Et on compte sur vous, si ça vous a plu et que vous êtes un peu plus en fond, de revenir acheter une version un peu plus chère du bouquin par la suite. Et en fait, ce truc-là, les Béronicon, c'est typiquement, si vous vous lancez sur une campagne hyper ambitieuse dans Eberron, le truc que vous allez acheter et envoyer à vos joueurs pour qu'ils le lisent, pour que tout le contexte soit présenté de la manière la plus synthétique possible. Parce que s'il y a une remarque que je me suis faite en lisant le bouquin 5e, c'est que non seulement les 3/4 du bouquin peuvent être lus par les joueurs, donc disclaimer, le bouquin 5e, les 3/4 du bouquin peuvent être lus par les joueurs, il n'y a vraiment que 2 sections qui sont réservées aux MJ, mais les 3/4 du bouquin devraient être lus par les joueurs, pour que les joueurs puissent ensuite complètement s'emparer de l'ambiance, complètement s'emparer des religions d'Eberron, des pays, des factions, de cette ambiance, de ces peuples très particuliers, puisque donc Eberron, c'est le peuple où on peut jouer un automate de guerre, donc un forgelier en français. Forgelier, voilà, c'est ça. Si on veut jouer donc un droïde dans des dés, ben voilà, c'est là où il faut aller chercher. Mais il faut avoir tout le contexte, d'où ils sortent, pourquoi ils sont là, quel est l'intérêt, le roleplay de jouer un forgelier. Donc voilà, tous ces Et trucs-là. si vous voulez trouver insipide dans d'autres mondes, des genres d'où c'est que ça sort et pourquoi, mais voilà, dans Eberron, ils ont du goût. Tout est à sa place dans Eberron. C'est la force de ce setting, c'est que tout s'emboîte parfaitement, tout est très très bien imbriqué. Et au niveau c'est aussi un univers qui s'efforce de casser les stéréotypes de DD. C'est un univers dans lequel vous pourrez jouer des orques, dans lequel vous pourrez jouer des hobgoblins, des gobelours ou des gobelins, parce que ce ne sont pas du tout les gobelours et les gobelins des royaumes oubliés. C'est vraiment, ils ont leur propre culture, leur propre historique, leurs propres antagonistes, tout est à sa place. Et on n'est pas en train de vous dire il y a le royaume des gobelours. C'est-à-dire à la capitale, ils ont leur quartier. Voilà. Par exemple, il y a certains problèmes ethniques, mais c'en est plus à. Il y a une tribu de gobelins, on va aller leur massacrer la gueule. Tu es un psychopathe si tu vas massacrer la gueule d'une tribu de gobelins.
C'est juste, bah, entre humains et gobelins, ou encore pire, entre elfes et gobelins, il y a des petites tensions, quoi. Oui, ouais, mais donc il y a énormément de problématiques qui en font véritablement, on va dire, un des univers modernes de DD. C'est un univers qui a effectué sa mue par rapport aux univers plus archétypaux des années 70, 80, et qui aborde un certain nombre de problématiques qui sont actuellement toujours vraiment d'actualité. Ah oui, oui, non, mais tu prêches un converti. Enfin, toi, je pensais à ce côté-là, à la souplesse de Falkenstein. Pour des thèmes modernes, tu as exactement la même dans Eberron, quoi. Je suis d'accord. C'est- Donc, super bouquin, pour faire la synthèse, super bouquin, mais par contre, préparez-vous, si vous voulez lui rendre Des pages justice, en anglaise, déjà. Ouais. oui, soyez bilingue, et si vous voulez, enfin, après, si vous trouvez d'occasion les versions DD3 qui avaient été traduits en français, n'hésitez pas, hein, les bouquins de DD3 étaient vraiment top, notamment le livre de base et le bouquin qui était consacré à Charnes, la grande ville mythique Qui va vraiment. d'Eberron. Ça doit pouvoir encore se trouver d'occasion. Et après, vous ferez vous-même votre conversion cinquième. C'est pas les plus chers et n'achetez pas les scénars, ils sont pas bons. Voilà, hop. Je ne peux que valider ces points. Il n'y a pas vraiment de scénar à la hauteur. Je crois qu'il y avait un scénar peut-être de créa française, les damnés de la 13e marque ou quelque chose Ah oui, comme oui, ça. oui, ça c'est une campagne qui est justement créée. Enfin, c'est de la fan crade. Elle est vraiment sympa. J'en ai joué le début. Maître MJ il a fait non, non, mais il y a des trucs qui vont pas. Enfin bon, c'est autre chose. Mais non, moi bah, du coup, enfin, j'ai fini de la lire, j'ai pas fini de la jouer. Et non, je la trouve vraiment, moi je la trouve très sympathique, quoi. Elle vaut le coup. Puis, Voilà. puis c'est de la fan crade gratos et tout. Voilà, donc ça c'était le bilan Eberron. Est-ce que tu as des questions? Ah bah sur Oberon, non, moi je suis juste deg parce que j'ai la flemme de me le taper en anglais, quoi. Mais tu sais, je vais en rester à mon Oberon troisième édition, tel un vieux con, quoi. Mm. Mm. Après, Mais la timeline n'évolue pas. C'est-à-dire que c'est toujours la même année, le même contexte dans Eberron 5e que dans Eberron 3e. ouais, par contre, l'épaisseur en fait de l'instant T de la timeline, ça ne cesse de s'épaissir par supplément, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, Bah ça parce serait qu'il peut-être rajoute, il rajoute des voilà, trucs. Il rajoute des trucs. un bon conseil, toi, plutôt que si le guide ils l'ont pas, tu donnes le Eberron de la troisième édition, juste le livre de base comme truc d'initiation à tes joueurs, et ouais, ils ont déjà assez d'infos, enfin, ils auront trop d'infos, ils auront pas tout assimilé, et puis, mais voilà. Et puis oui, sur le problème d'entrée à Eberron, bah, j'avais trouvé justement que toute l'entrée par On revient de la guerre était pas mal. Mais bon, alors, Oui, non mais je suis d'accord avec toi. Il y a des grosses capacités de zoom. Moi, je sais que j'ai repéré le coin dans lequel j'aimerais jouer si je faisais une campagne d'Eberron, mais j'ai du mal à me dire que tu peux jouer sans expliquer à minima voilà. à tes joueurs. C'est pas du tout facile comme un royaume oublié, on va être clair. Enfin, je vais pas Voilà. tourner autour du pot. Il y a exactement le même problème de rentrer dans Eberron que t'habituer, toi, genre, aux jeux fantastiques contemporains, puis tu te dis, est-ce que je rentre dans Nephilim? Bah, c'est pareil. Oui. Ça, c'est pareil. Et c'est deux gammes qui ont eu des livres d'explication. Enfin, Nephilim, c'était apprenti. Tu vois, le truc, on regroupe les concepts de base pour les nouveaux joueurs parce que sinon, on va les perdre. Et ils ont un petit livret, pour eux, c'est pareil, c'est 70 pages, une page en concept, et démerde-toi. C'est des livres où tu as besoin d'un guide d'utilisation parce que le background est un peu épais. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que tu te dis, bah justement, transition toute trouvée, si c'est le moment pour passer sur Ravnica. Oui. Je te ferai un petit retour après Eberron versus Ravnica. On s'en fout, pardon. Après Ok. toi. Donc Ravnica, univers magique. Et justement, Ravnica, il y a exactement la même ambiance, la même esthétique, la même thématique. Donc Medfan, Steampunk, Final Fantasy VII et Patin Couffin. Sauf que, et je vais vous en faire la démonstration, tu peux faire le pitch de façon quasi instantanée. Pourquoi? C'est très simple. Ravnica, c'est une ville-monde. Donc c'est plusieurs cités qui ont tellement grossi, grossi, grossi que finalement toutes les cités ont fini par recouvrir la planète. Donc c'est une ville-monde dominée par 10 guildes qui se font la guerre. 10 gigantesques guildes qui sont à la fois des structures, c'est encore plus que des mégacorporations. C'est des concepts, en fait, ce sont les factions de l'univers. Il n'y a qu'elles, c'est 10 guildes, et elles s'affrontent dans un équilibre de pouvoir précaire. Ensuite, en tant que MJ, tu as juste à expliquer les 10 guildes et c'est réglé. Tu vois, et ça, c'est la force de Ravnica par rapport à Eberron, c'est que le pitch, une fois que tu as balancé ça,
tu peux commencer à jouer. Alors, ceci posé, il y a d'autres choses que je trouve extrêmement intéressantes dans le Ravnica. C'est notamment au niveau de la mise en place du supplément. Il y a cette idée qui est excellente. Alors, juste petit disclaimer pour les personnes qui on va dire les mécanistes de la cinquième. Il faut savoir qu'à chaque fois, dans les suppléments Magic, les crossovers Magic cinquième, les game designers de Magic, de DD, se disent on peut arrêter de se faire suer avec l'équilibre, et donc les persos sont sensiblement plus puissants que d'habitude. Il y a toujours des petits coups de boost, des petits machins beaucoup plus costauds que d'habitude. Et donc, quand on prend comme historique dans la cinquième édition, quand on prend comme historique l'appartenance à une des 10 guildes de Ravnica, donc chaque guilde a son historique, on a les avantages habituels de l'historique façon cinquième édition, mais en plus, on a une liste de sorts qui sont les sorts de guilde, que ton personnage, quelle que soit sa classe de lanceur de sorts, auquel ton personnage aura accès, quelle que soit sa classe. Ce qui donne des combinaisons un petit peu cheaté. Un petit peu de cheaté. Notamment, il y a des, comme ça, tu as des classes qui peuvent avoir accès à des sorts auxquels elles ne sont pas censées avoir accès. Et donc, on se retrouve avec des trucs qui pètent un petit peu l'équilibre. C'est pas gravissime, parce qu'en fait, de toute façon, on va jouer dans Ravnica, et il n'y a pas vocation à ce que les personnages de Ravnica aillent dans une autre campagne, dans un autre monde de Donjons et Dragons. Mais il faut savoir, donc, et alors je reviens sur un des points forts du jeu, c'est que quand tu prends cet historique de guilde, donc mon personnage est un membre de telle guilde, il y a aussi 2 petits tableaux qui sont géniaux, qui sont, on tire 3 dés, 2 dés sur le premier tableau, 1 dé sur le troisième, et ces petits tableaux vont permettre de déterminer un pote à toi dans la guilde, un rival à toi dans la guilde, et un contact dans une des autres guildes. Et en fait, si chaque personnage fait ça, instantanément, tu crées, et attention, le mot est lâché, tu crées du drama. C'est-à-dire que ton personnage, il va être tout de suite créé, et tu vas pouvoir créer en fait des PNJ qui sont là pour lui, qui sont là pour créer de l'intrigue, pour créer de la dynamique. Et en plus, cette structure en 10 guildes permet d'avoir, comment dirais-je, vraiment un système de factions visibles. T'as pas toujours ce côté, oui, on sent qu'il y a des factions dans le noir, mais on ne sait pas lesquelles c'est. Là, tu sais, a priori, qui sont les antagonistes. Alors évidemment, il y aura des agents doubles, c'est-à-dire des serviteurs, des gens infiltrés dans ta guilde qui en fait bossent en loose day pour une autre guilde. Évidemment, il y a quelques menaces qui sont hors T'es guilde. pas Bloodlust du genre le secret final de ta guilde change absolument toute la vision de ta guilde, quoi. Non, non, les guildes sont fidèles. Alors, en gros, ce que tu as, c'est ce qu'on t'a vendu. On sait exactement de quoi il s'agit, quelle est leur Du vision coup, du est-ce qu'il monde. est pas trop simplet? Parce que toi, dans le speech, là pour l'instant, ça hype. Dans les petits tableaux, j'oserais dire, mais pourquoi on n'a pas ça, genre même aussi pour les races et puis les classes, et que c'est pas des D5 de base, tellement effectivement ça manque. Toi, ça va être un petit plus qu'on a envie de retrouver à des D 5.2 là qui devrait sortir. Oui, mais justement, le fait qu'il concrétise ses guildes, puisque tu es dans un univers qui est très fini, alors qu'un triptyque de DD5, c'est plein d'univers, en fait, parce que tu peux jouer dans plein de trucs. Là, tu as un univers fini, et donc tu as vraiment... Et en plus, comme il y a ce côté urbain, parce que c'est de la campagne urbaine, il y a vraiment ce côté... voilà, on se crée des voisins, tu sais, au sens feuilleton du terme, de façon des gens avec qui tu vas pouvoir parler, qui va être ton contact, qui va être éventuellement une source de liens familiaux ou romantiques ou des choses comme ça, et qui fonctionnent vraiment super bien. Sachant qu'à côté de ça, ils ont très bien géré les tropes de DD dans Ravnica, puisque par exemple, il y a une des factions dont l'objectif est la destruction de Ravnica elle-même en tant qu'espace urbain. C'est une faction de retour aux sauvages. Et cette faction prend des quartiers et en gros les rase, en fait des ruines, des espèces de jungles urbaines pour revenir à un espèce de mode de vie primal, vraiment sauvage. Donc les mecs, c'est des barbares, c'est des druides, c'est des géants, c'est des grosses bêtes. Et en fait, tu te retrouves dans une situation où ces quartiers, en gros dévastés par cette guilde, deviennent les espaces d'exploration. Parce que dans DD, ce qu'on attend souvent des héros, c'est qu'ils aillent s'aventurer dans le wild, dans les espaces sauvages pour en gros trouver des trucs. Bah là, il y a des espaces sauvages
au cœur même de la ville, c'est-à-dire c'est les espaces qui ont été reconquis par le sauvage et par une des guildes qui défend cette idée de jeter à bas la civilisation. Donc en gros, toute l'expérience de jeu, vas-y. Et les guildes, du coup, est-ce que c'est genre Planescape, c'est-à-dire vraiment des concepts nouveaux qu'on peut retrouver, ou est-ce que c'est genre, tu me dis 10, c'est les 10 alignements de DD et puis ciao? Alors, en fait, faut savoir qu'il faut se souvenir, excuse-moi, je bouge parce que j'ai mal aux jambes. Oh, c'est pas grave. Faut savoir que c'est un univers magique. Donc, en fait, ces guildes, elles sont basées sur des combinaisons de couleurs. Chaque D'accord. guilde correspond à une combinaison de couleurs. Donc, la guilde sauvage dont je vous ai parlé, c'est bien évidemment la combinaison rouge-vert. Voilà, c'est eux les barbares, c'est les rouges-verts. Donc, tu as des guildes qui créent des combinaisons de couleurs qui créent des guildes finalement assez classiques, rien de très surprenant. Par exemple, la guilde blanc-vert, en gros, c'est la guilde des jardiniers urbains, c'est la guilde des elfes qui vivent dans la cité, c'est la guilde du mariage harmonieux entre civilisation et sauvage, et globalement, c'est la vraie grande guilde des gentils. Tu vois, vas-y. Je me propose de présenter les couleurs, et puis pour ceux qui auraient échappé au concept des couleurs dans Magic, et puis après tu me dis les combinaisons qu'il y a, parce que je pense qu'effectivement on le sait vite. Rouge, c'est le feu, c'est les bourrins, c'est voilà, c'est tout ce qui est emporté à tendance barbare violent. Vert, bah, c'est à la fois aussi bien ton dragon de la nature que redonner des points de vie, que la régénération, c'est les petits arbres, c'est voilà. Bleu, c'est la flotte, la manipulation, aussi bien physique que d'esprit, les illusions. Blanc, ah bah, c'est les gentils. Et puis noir, ah bah, c'est les méchants. Voilà, blanc, clair, mort-vivant, lumière, noir, boubourg, a de la peste, et puis mort-vivant, et puis nécromancien. Voilà. Non, mais on peut le résumer comme ça. Mais justement, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur les 10 guildes, tu as des. Parce qu'il faut que tu précises aussi, si on va là-dessus, c'est qu'en fait, les 5 couleurs de Magic fonctionnent en pentacle. C'est-à-dire Mm. que chaque couleur a 2 alliés et 2 ennemis. Donc, sans surprise, par exemple, le blanc peut naturellement s'allier avec le vert, donc la nature, et le bleu, donc les éléments eau, air, la magie de l'esprit et tout ça. Et par contre, est naturellement opposé au rouge, parce que c'est le chaos, c'est le feu, c'est la destruction, et au noir, parce que c'est la mort et le mal. Donc, voilà. Et en fait, Petit craquage. le mal. Et, euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que certaines des guildes sont des guildes basées sur une combinaison de couleurs alliées. Donc, la guilde vert-blanc, c'est des couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Et ça crée un truc très évident. Donc, voilà, une civilisation mariant l'urbain au sauvage, une structure de vie en communauté qui, donc, en gros, tu as des arbres, tu as des jardins partagés. Enfin, tu vois le concept, c'est le rêve d'une civilisation écolo. Et à l'inverse, tu as des guildes qui fonctionnent sur des combinaisons de couleurs qui sont d'habitude antagonistes. Par exemple, moi, ma guilde préférée, c'est une guilde noir-blanc. C'est en fait une version extrêmement décadente de l'Église catholique, qui s'appelle donc les Orzhov, et qui sont à la fois une religion, un culte, à la fois la structure bancaire de la ville, puisque en gros c'est eux qui font les prêts, qui gèrent euh, en gros toute la structure économique de la ville, et à la fois un syndicat du crime, parce qu'ils ont, on va dire que tu as intérêt à payer tes dettes, et qu'ils ont toute la structure derrière pour te faire payer tes dettes. Et en Ils sont fait, l'agence de recouvrement. voilà, et en fait, un des aspects de leur foi, c'est que si, ça c'est très protestant poussé à l'extrême, c'est que si tu as bien bossé, si tu as accumulé suffisamment de sous, parce qu'ils ont un rapport à la thune, parce qu'en fait leur icône c'est à la fois un soleil et une pièce d'or, tu vois le concept, si tu as bien bossé, si tu as été vraiment au top, que tu as réussi à gravir les échelons de la guilde et à mettre plein de pépettes de côté, on t'offrira la vie éternelle parce que tu vas devenir un mort-vivant, mais en fait un des patriarches fantômes de la guilde. Et en fait, il y a un conseil des patriarches fantômes qui sont les mecs qui trônent tout au sommet. Et donc, il y a ce côté vie après la mort, il y a toute l'imagerie catholique, c'est des espèces de banques cathédrales gigantesques, où donc on voit les mecs en robe cérémoniale, mais à chaque fois, il y a le symbole du denier, de la pièce d'or un peu partout, et qui sont servis par... Ah oui, parce que aussi, pour le côté noir, c'est que si tu payes pas tes dettes,
eh ben, même si tu meurs, tu vas revenir bosser pour eux sous la forme d'un esprit serviteur. Donc tu vois les fantômes de gens qui, donc, pendant 200 ou 300 ans après la mort, servent pour payer leurs dettes, tu vois. Et tu as des guildes comme ça qui fonctionnent super bien, parce qu'elles font des mélanges qui ne sont pas forcément intuitifs, mais qui ont vraiment trouvé un thème. Et voilà, moi, celle-là, la Orzhov, c'est ma préférée, parce qu'il y a cette ambiguïté que je trouve super intéressante, parce qu'à côté de ça, les mecs, c'est une vraie religion, c'est-à-dire que dans la logique des dés, c'est eux que tu vas voir si tu as besoin de te prendre un sort de soin. Hein, parce que mais par contre, ils te la factureront, tu vas le payer, ton sort de soin. Et éventuellement, on viendra te demander un service après, en échange, parce que c'est des échanges de bons procédés. Et donc, tu as toutes ces guildes. Alors, toutes les guildes ne sont pas aussi inspirantes, mais il y a de quoi jouer vraiment pour tout le monde, et tu peux retrouver l'intégralité de l'expérience Donjons et Dragons dans cette ville qui n'a pas à la base été créée pour Donjons et Dragons. On a un petit peu dérapé, mais c'était bien aussi de montrer qu'il y a du background de fond, quoi. Voilà, ben c'est vrai que le problème, c'est comme tu l'as souligné au tout début de l'entretien, c'est que pour beaucoup de gens, il y a vraiment un côté, oui, on va mettre du magic dans des dés, mais ça n'a rien à foutre, ça ne peut pas fonctionner ensemble. Et en fait, si, ça fonctionne vraiment, à mon sens, très bien. En tout cas, sur celui-là, ça fonctionne parfaitement. Et, et spontanément, si moi, je dois me projeter en tant que meneur de jeu par rapport à Eberron, celui-là, je vois beaucoup plus facilement ce que je vais pouvoir faire jouer comme campagne. Ne serait-ce que voilà, la campagne lambda, vous êtes sur un quartier qui est civilisé de la ville, mais juste en face, il y a un quartier qui a été mis en ruine par la guilde barbare. Vous êtes membre, vous êtes l'équipe d'intervention d'une des guildes qui défend la civilisation. Ben maintenant, il va falloir aller récupérer le quartier. Donc vous allez l'explorer, vous allez aller voir dans les sous-sols, sauf que les sous-sols sont contrôlés par une autre guilde qu'elle a mise, et donc il va falloir négocier avec ceux-là pour éventuellement passer par les sous-sols. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Ok. Et au niveau mécanique, à part que c'est pas trop équilibré, on est dans du DD5 Non, pur. attends, quand je dis que c'est pas trop équilibré, c'est juste que les persos ont un petit boost de puissance par rapport aux persos de 5e C'est un lambda. truc qui dira que les pinailleurs comme toi. Genre, un MJ comme moi pourrait juste passer dessus puis dire oui, bon voilà, ils ont cheaté rapport aux factions qui a la spécificité du monde. Mais je m'en fous, à la limite, moi je m'en tape. Mais je préfère. Non, mais vraiment, mais je Non, préfère non, le mais c'est dire. parce que du coup, je t'induis une image, t'as pas besoin c'est moi qui induis une image. Voilà. Non, mais par exemple, dans l'autre, pareil, l'autre supplément, le deuxième supplément crossover Magic DD, qui est donc basé sur l'imagerie Peplum, Grèce romantique et tout Ouais. ça, qui est entièrement centré sur les dieux, parce qu'il y a vraiment un panthéon de dieux qui sont au cœur du jeu, parce que c'est vraiment l'idée du panthéon olympien qui agit et qui fait les choses. Bon, bah, si tu es suffisamment pieux, tu as des bonus. Et c'est des bonus qui s'ajoutent à ce que tu as déjà en tant que personnage de DD5. C'est pour te dire que les persos vont augmenter beaucoup plus rapidement. Il y a un lien au destin aussi, ce qui fait que quand tu crées ton personnage, tu as un petit truc de élu du destin qui donne des capacités supplémentaires. Donc on est toujours sur une montée en puissance par rapport au niveau moyen de DD5, mais dans le contexte, puisqu'encore une fois, les persos n'ont pas vocation à être des voyageurs, à aller dans les royaumes oubliés, je veux dire. Dans le contexte, on s'en fout en fait. C'est juste que parfois, il y a peut-être effectivement des petites combinaisons où le MJ se dira ah ça manifestement ça n'avait pas été pensé pour. Quelque part, j'oserais dire c'est un effet mécanique de DD5, parce que voilà, tu sors un monde de DD5 où tu mets des spécificités, tu as envie de les rendre un minimum attractifs pour les joueurs, puis bien Bien montrer sûr. que bah voilà, plutôt que jouer ton guerrier habituel, en fait, le jeu il te propose de jouer tel guerrier qui a tel trip derrière. Ouais, Enfin, voilà. c'est presque un effet mécanique, quoi. Oui, Enfin, oui, DD5, au final, c'est la base. voilà, et on veut qu'il y ait une traduction effectivement sur la fiche de perso, bah, du choix dans Ravnica d'être dans une guilde ou d'être le disciple de tel dieu dans Theros. Et voilà, et c'est pas gênant, mais faut le savoir. Faut savoir que ça peut faire un peu monter le plafond de verre de l'efficacité des persos, quoi. C'est pas le mal en soi, mais c'est notable et c'est un truc qui réduit bien l'utilisation de ce type de talent, dons, mécanique, machin, à ce type d'univers. Voilà. Disons qu'effectivement, si ton joueur dans les Royaumes oubliés te dit MJ, je peux prendre l'historique de Ravnica pour faire mon perso, je conseille au MJ de dire non. Non, c'est Va même pas une mourir! bonne idée. Ah. Donc voilà. Et donc tout ça pour dire que en dehors de ça, les deux suppléments, donc Ravnica et Eberron, sont
factuellement très proches. C'est deux univers qui se ressemblent énormément. Tu as des illustrations de l'un que tu pourrais prendre dans le monde de l'autre, tu brancherais même pas. Et même au niveau de la structure, de l'organisation physique des bouquins, c'est des bouquins qui se ressemblent beaucoup, avec une structure, avec des pitchs de scénario. Tu as 250 000 pitchs de scénar à chaque fois, des plans prêts à explorer, des très gros bestiaires. Et dans Eberron et dans Ravnica, tu as des grosses sections nouveaux monstres, super sympas, avec vraiment des chouettes monstres que tu as hâte d'envoyer dans la tronche de tes joueurs. Et voilà, donc c'est des suppléments, je ne vais pas dire que c'est des suppléments jumeaux, mais c'est des suppléments qui explorent les mêmes thématiques. Ce sont de bêtes de suppléments, très très bons suppléments, mais je mettrais Ravnica un cran au-dessus parce que je le trouve plus facile d'emploi, tout simplement. Et après, parce que moi, mais ça c'est mon imaginaire personnel, ça m'enflamme plus l'esprit. Je trouve les guildes beaucoup plus, pour reprendre une expression qui a bien marché sur une précédente vidéo, beaucoup plus sexy. Tu vois, je les trouve, je les trouve plus fun. Et de toute Est-ce façon, que ça c'est sera pas pas. dû aussi à, enfin toi, à ton côté, t'aimes bien les univers qui se prennent rapidement en main. Toi, ce que tu disais, Eberron, il y a besoin de beaucoup d'explications et puis ça reste très complexe. Là, on est dans, a priori, hein, j'ai lu ni les Eberron DD5 ni Ravnica, mais t'es dans quelque chose, bah, c'est pas du tout de la vanilla, mais c'est plus facilement manipulable par le MJ pour donner des choses concrètes. Oui, oui, je suis d'accord. C'est ça. Ok. Voilà. Ouais, sachant que moi j'aime bien les trucs qui ont des backgrounds de 300 pages, que même si ça ne me donne rien en jeu, je m'en fous, j'ai le plaisir de les lire. Ouais, c'est quand même vachement une histoire de quel genre ah, putain, de boîte à outils t'as besoin pour jouer. Ce qui me laisse la transition. Parce que là, du Ouais. coup, je me disais Eberron et puis en fait Ravnica, mais après t'écouter, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui fait la différence, quoi. Mécaniquement, il y a. Ouais, tu me diras, les petits tableaux pour filer des contacts et des liens des D5, c'est très bien que ça tombe enfin, parce que ça fait 20 ans qu'il y a des jeux où il y a ça, il n'y avait toujours pas ça dans des D5. Bah, voilà, c'est bien, c'est comblé. Espérons que ça devienne une norme dans des D5. Ah, mais alors, juste attends, parenthèse, que je vais oublier, sinon c'est con. Je suis tellement fan de l'univers de Ravnica, tellement fan, que j'ai aussi acheté en complément. Je fais ma muscu en même temps. L'artbook dédié Magic. Et en fait, alors déjà, bon, je vais me permettre une petite blagounette, mais tu disais en parlant dans une de tes vidéos que Dragon, c'était de Agathe, c'était le top du top de la charte graphique et des dessins, et c'était, voilà. Je suis d'accord avec toi pour dire que les bouquins de Dragon sont plus jolis que les bouquins de base de DD5, mais quand les bouquins de DD5, comme c'est le cas dans Ravnica, et donc là, peuvent taper dans la base d'image de Magic, crois-moi que tu as du très lourd en visuel. Donc, moi, j'ai pris ce bouquin-là parce que je voulais avoir, je ne sais pas si tu vois le format, si ça rend bien, je voulais avoir des énormes dessins pleines pages de la ville, mais en fait, les deux bouquins, donc le supplément Magic et le supplément DD5, sont à 60-70% au niveau du texte le même, parce qu'en fait, ils se sont servis du bouquin Magic, du artbook Magic, comme base d'écriture pour le bouquin DD5. Donc en fait, en termes de texte, il n'y a pas beaucoup, enfin, il y a des infos en plus dans le bouquin Magic, mais par contre, tu peux ensuite te la péter en montrant à tes joueurs des illustrations en double page, et même pour toi, pour le plaisir, en buvant ton café, tu feuillettes et tu rentres complètement dans l'univers. Et c'est pour ça que je me suis fait le plaisir d'avoir les deux bouquins, et c'est dire à quel point j'adore l'univers. Mais voilà, c'était juste le petit complément. Si vous adorez Ravnica, allez prendre le hardbook Magic, vous ne regretterez pas, vous allez en prendre plein les mirettes. Ok. Ok. Ah putain, il y a le postier qui vient de passer, j'espère qu'il va pas sonner comme un gros bourrin. Donc, ah bah du coup, ouais, ma transition arcane elle est complètement foirée, c'est pas grave, je sais Tu toujours ce que parlais j'ai de en boîte à tête. outils, tu allais dire boîte à outils Ah arcade, voilà. vas-y. En termes de boîte à outils, c'est deux équivalents. Que- D'un point de vue de boîte à outils, comment tu prendrais donc, quels outils tu prendrais dedans et comment tu utiliserais l'un et l'autre et pourquoi tu es plus Ravnica du coup pour adapter Arcane. Et on Bah, va en dire que fait, les gens ils ont vu Arcane, hein, sinon ils vont, voilà, si t'as pas vu Arcane, tu vas rien comprendre de ce qu'on va raconter. le truc, c'est que déjà, il ne faut pas perdre de vue, mais ça, c'est parce que je suis ancien joueur de League of Legends et toi aussi que tu le sais. Il faut savoir que ce que tu vois pas forcément dans le dessin animé Arcane, c'est qu'en fait, le monde Runeterra, le monde de League of Legends, c'est un monde qui est très Donjons et Dragons. Il y a
énormément de références. Il y a même des skins de persos Donjons et Dragons. Si tu veux que ton champion ait la tronche d'un perso de DD, tu peux le faire. Et il y a énormément de... Non officiel. Oui, ils ne sont pas appelés Donjons et Dragons. Ouais. Mais oui, ils ont pompé les classes typiques. Tu as ton Ouais. clerc, ton voleur, ton barde. Voilà. Et même dans les champions en l'état, il y a des anges, il y a des vampires, il y a des dragons. Voilà, il y a tout ce que tu peux. Donc des morts vivants, des magiciens, des archimages, des guerriers, des rangers. Il y a tout ce que tu peux imaginer dans le monde de DD existe dans le monde de Runeterra. Par contre, sur Arcane même, ils ont fait le choix de se concentrer sur la ville de. Enfin, la double ville de Zone et de. Je ne me souviens plus de la ville riche, comment elle s'appelle. C'est Kathleen. Kathleen, elle est de. Ah, ça va nous revenir quand on n'y réfléchira plus. Hein. C'est pas grave. On va. Bref, Mais cette double ville et donc vraiment cette ambiance steampunk à mort, avec finalement. non, c'est pas Bilgewater. Piltover. Non, Piltover. Et donc, on ne voit pas forcément cet aspect DD-esque dans le dessin animé, mais pourtant, tout y est. Et en fait, en utilisant les deux bouquins, donc en cumulant les ressources du Ravnica et du Eberron, vous avez à peu près tout ce dont vous avez besoin pour faire du arcane. C'est-à-dire que des inventions techno-magiques, il y en a dans les deux, puisqu'il y a une guilde de Ravnica qui est entièrement centrée sur ça, sur les inventions techno-magiques qui passent leur temps. Tu as des illustrations dans Ravnica où tu vois, je crois que c'est dans le bouquin Magic, il n'est peut-être pas dans le bouquin 5e, où tu vois un mec de la guilde des technomages avec d'énormes gants de combat qui file une grosse droite à un type qui s'enfonce dans un pylône. Je pense que tout le monde voit la référence, mais donc tu as des armes technologiques qui balancent de l'électricité, tu as des arcs électriques partout. Enfin, la couverture du Ravnica, honnêtement, ça choque pas dans Arcane. Je pense qu'on est d'accord. Ça fait penser à Jace et à Victor. On est complètement dedans. Vous voulez des membres bioniques, vous en avez dans le Eberron. Vous voulez des drogues ou des choses de type donc le chimère dans Arcane, vous en avez aussi. Vous voulez des droïdes, parce que ce qu'on devine quand même clairement dans la deuxième saison Arcane à venir, c'est qu'on va voir Heimerdinger inventer Blitzcrank ou quelque chose comme ça, donc parce qu'on va voir arriver on va progresser de quelques années dans la storyline, on va voir les autres champions de Piltover commencer à apparaître. Vous voulez des droïdes, vous avez les forgeliers, qui peuvent se customiser avec des inventions, des choses comme ça. Il y a tout ce qu'il faut. En fait, vous avez dans les ressources croisées des deux bouquins, il y a tout ce qu'il faut pour faire Arcane. Après, il faut juste que vous déterminiez si vous souhaitez vraiment mettre en scène juste Arcane ou l'univers global de Runeterra, parce que le niveau de puissance n'est pas du tout le même. Au moment où les héros et les héroïnes d'Arcane arrivent dans le jeu League of Legends, ils ont 5 à 10 ans de plus, ils sont beaucoup plus costauds. En gros, ils sont au niveau 16, alors que là, dans la série, on les a vus, ils sont low level. Ah oui, ils sont niveau 1 à 3, quoi. Voilà, et dans League of Legends, ils sont au stade de héros mythiques et ils affrontent des dieux et des demi-dieux. Donc, c'est ça qui se joue quand tu joues à League of Legends. Donc, si tu veux jouer à League of Legends avec DD5, je voudrais dire que c'est complètement facile parce qu'en fait, LoL a beaucoup pompé sur l'imagerie Medfan avant de se développer. Le seul gros développement qu'ils ont fait, qui n'est pas simulable avec les livres de base de DD5, c'est effectivement quand ils mettent du steampunk. Et de toute façon, tu viens de nous présenter les deux gros suppléments DD5 pour te mettre du steampunk. Donc là, j'ai essayé de faire mon chiant à chercher qu'est-ce qui pourrait manquer dans l'univers de LoL. Mais encore, toi, il y a une région spéciale morts-vivants. Les morts-vivants, vous les avez. Chez Timo et sa clique, c'est n'importe quel coin de chez les fées. Et puis même, les Yordles, c'est des hobbits avec des poils. Enfin, je veux dire, tu prends les halflings et c'est des Yordles, quoi. Enfin, Ah ouais, on n'a pas la même imaginaire des Yordles. Moi, je les vois plus un petit côté les fées. Toi, chez les Yordles, c'est une dimension parallèle. Lulu, c'est une Yordle. Ils sont tous assez spéciaux, les Yordles. Mais oui, mais après, tu peux mélanger, en patcher, en étant dans la dynamique petit peuple. Ça peut être soit les halflings, soit les gnomes. Tu vois, tu peux faire des choses. Et pour revenir tu leur prends les trucs des gnomes et puis ça, oui, ça colle facilement.
c'était même pas pour justement décentrer sur LoL, mais oui, pour la seule difficulté, la seule vraie difficulté que vous devriez avoir si vous voulez jouer dans du Runeterra, et il y a plein de ressources sur le background, sur le site de League of Legends, de Riot, ça va être, oui, tous les côtés steampunk. Parce que, enfin, toi, simuler Rise, bon, c'est un mage niveau 18, point barre, ciao. Voilà. C'est pas une question. En fait, DD fait déjà ça. Tandis Et, que effectivement, faire Arcane, c'était dur. Et je tourne en rond, je mettais, pardon. non, mais il y a juste, voilà, enfin, et si le seul truc qui peut éventuellement manquer, c'est les armes à feu pures et dures, elles sont déjà dans le livre, dans le guide du maître de DD5, donc bon, voilà, vous les avez, vos armes à feu. Et, euh, et voilà, il faut juste déterminer à quel niveau de magie vous voulez jouer. Et en fait, il y a tout. Et sachant que, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se trame, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'il y a eu, les vrais de vrais savent, il y a eu pendant un mois, disponible sur D&D Beyond, donc l'application online pour faire du DD5, donc pour avoir l'accès aux règles, il y a eu pendant un mois tout le background et les caracs des champions de Bilgewater version DD5. Ça a été retiré parce que je pense qu'il y a dû avoir, ils ont du mal se comprendre entre Riot et DD sur les questions de droit ou des choses comme ça. Mais ça a été fait, ça a été rédigé, il y a eu un label Wizard officiel, mais je pense qu'ils se sont engueulés avec Riot sur un truc. Mais le fait est que c'est évident que ce serait un mariage de franchise instoppable, surtout avec le succès d'Arkane. Et le travail, enfin, donc on a eu les stats de Miss Fortune, les stats de Gangplank pour DD5, on les a eu. Je pense qu'on peut encore les trouver sur le web, les gens les ont mémorisés. Et donc voilà, c'est un mariage. Je pense qu'il est en ce moment, il se joue entre les avocats pour savoir comment ils vont le faire, mais à un moment ou à un autre, on va l'avoir. Ah bah ça sera une sacrée, ouais, ce sera une sacrée machine à pognon, hein. Ouais. Et puis l'univers de LoL, il y a du background, en veux-tu, en voilà. Il y aura un côté, il y a un côté fan service vu que ça a été fait pour en fait des amateurs de tout ce qui est de ce type d'univers. Mais je Fondamentalement, m'exprime mal. À la base, on est vraiment sur un jeu stratégique à voilà 5 contre 5. Et au début, le background dans LoL, c'était juste de l'habillage pour pas jouer des trucs débiles sans petite histoire. Mais maintenant, il a pris une telle ampleur, dépassé 10 ans que il se tient en lui-même et puis ça fait 10 ans qu'ils sont obligés de faire des ponts entre des univers qui n'allaient pas forcément ensemble de base, toi Pile de Verre ou les créatures du néant, et qu'on a on a un gros background qui est en train de se tisser, qui est assez sympa et qui est d'accès gratuit avec pas mal d'illustrations, enfin voilà. ah bah, et puis des illustrations qui claquent. Mais fondamentalement, League of Legends, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu fais deux équipes de persos de DD de niveau 16 plus et que tu les mets dans une arène. Au fond, c'est ça. Hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Et tu voulais aborder. Enfin, je Ouais, sais pas j'ai si plein de petits trucs. Alors déjà oui, par rapport à ton dernier passage, ça m'a forcément, là, les histoires de dragons, ça me donnait des envies de méta-setting court dans mes propres créas. C'est chiant, toi, je commence des trucs, j'arrive pas à les finir. Par rapport au Ville-Monde, de toute façon, enfin, je fais partie depuis Penscape ou la Cité sans nom, j'aime bien les Ville-Monde, donc ça donne bien envie de bidouille. J'avais mes propres envies de bidouille en Ville-Monde. Que dire de plus sans trop teaser? Non, en fait, non. Des trucs que je te parlerai, voilà, quand on sera caméra coupée, que je parle pas trop de mes projets que j'arrive jamais à finir. Comme ça, j'apprends à fermer ma gueule dans la douleur. Oh, le teasing! Le C'était teasing! pas fait pour, mais ouais, ça fait un putain de teasing et je deviens un vrai pro de ça. Je vais dire des gros mots. Et oui, le metagaming, j'y pensais à cause je suis dans Sky, le dernier de Romaric Briand. Et ouais, il y a des points où, enfin, putain, où c'est que j'en étais avant cette vidéo dans le méga. Je pensais à ça en coupant mes ronces ce matin. Je vais te dire la créativité du mec, quoi. Tu Donc, m'avais parlé de, en gros, comment le joueur peut impacter, enfin, la façon de bien jouer du joueur peut impacter la mécanique dans. Bah, tu me parlais de donjon, en fait, mais. chercher une définition simple du mecha gaming ce matin, mais qui soit pas que par de l'exemple, parce que sinon ce serait facile, toi. Le gaming, ça va être les règles sur comment tu fais tes jets de carac, compétences et quel chiffre tu dois avoir au dé, quel que soit le blabla que tu racontes. Et le méga gaming à l'extrême, et là j'ai carrément certains jeux en tête, ils vont te dire comment s'asseoir autour de la table, tel chrono que tu as en tant que maître de jeu. Enfin oui, voilà. Ouais. Parce que des fois, les liens l'un à l'autre sont pas forcément. C'est pas si poreux que ça, en fait, je trouve. Le jeu de rôle, c'est un truc qui pousse beaucoup. Et puis, et en fait, c'est pas évident de définir le metagaming, mais même pas au niveau méga perché. C'était juste le méga gaming
ce qui peut être du métagaming de base, parce que quand tu dis alors, le gaming, c'est ce qui va impacter les règles dans l'univers imaginaire et sur l'histoire qu'on raconte, et que le métagaming, c'est ce qui va toucher au niveau des joueurs de la table. J'oserais dire, bah, toi, on va reprendre l'exemple de Dédé de début de conversation, ne serait-ce que quand je décris bien mon action, bah, toi, en fait, c'est déjà du métagaming qui passe dans le fait qu'en tant que joueur, tu es forcément hors du monde de jeu et que toute intervention qui vienne, non pas ta fiche de perso, mais ton idée à toi en tant que joueur, c'est-à-dire quelque part une des graines de l'OSR, à quel point le jeu de rôle portait ça en lui, et je trouve que c'est intrinsèquement dedans, et ben c'est déjà du métagaming qui rentre dans le gaming. Enfin, Mais en fait, moi, c'est une problématique qui m'intéresse depuis super longtemps. Et je trouve qu'une des forces qui n'est pas assez mise en avant de DD5, c'est d'avoir résolu ça avec la mécanique d'inspiration. En fait, la mécanique d'inspiration, c'est quand tu... À la base, sa version la plus stricte, c'est que quand tu joues le roleplay de ton perso, le roleplay qui est induit par son historique, parce que quand tu joues l'historique dans des dessins, quand tu choisis ton historique, tu choisis, alors je ne sais plus quels sont les termes en français, mais en gros tu choisis un défaut, une conviction, un trait de caractère. Je crois que c'est ces trois trucs-là, je ne me souviens plus exactement, et en gros à chaque fois que tu les joues et que ça profite à la table, à la partie, que ça crée un truc stylé, le meneur de jeu te donne un jeton d'inspiration. Et un jeton d'inspiration, tu peux en avoir qu'un, donc il faut le dépenser à un moment ou à un autre. Quand tu le dépenses, tu as l'avantage sur ton prochain jet de D20. Ce que ça veut dire, parce que il y a une application qui est évidente, c'est-à-dire que tu fais un bête de roleplay avant de faire ton jet de baratin, bah, tu fais un bête de roleplay, le mec te file le jeton d'inspiration et tu peux avoir l'avantage sur ton jet de baratin. Mais après, de façon plus éloignée, ça veut dire que si tu as fait marrer toute la table à 14h30, à 15h, pendant le combat, tu pourras claquer le jeton qui a fait marrer toute la table pour avoir l'avantage sur ton jet d'attaque. Donc il y a vraiment une dynamique de méta. Et ce qui est dit dans le guide du maître... mais rien que ça, toi, c'est parce que tu es auteur, mais expliquer toi, à quelqu'un qui s'est jamais amusé à théoriser le jeu de rôle, pourquoi c'est une dynamique de méta, c'est pas évident. C'est une dynamique de méta parce que le jeu, dans ses règles, oriente les joueurs réels qui font la réelle partie de jeu à table à jouer d'une certaine manière. Et les mécaniques vous y aident. Et c'est en cela qu'un moteur de règles peut venir impacter sur le méta. Et non, mais je t'en prie, c'est ça. Et en fait, il y a un chapitre complet dans le guide du maître de DD5, donc qui est toujours là. Hein. Ah, l'ouvrage le moins lu du triptyque, alors qu'il y a plein de trucs géniaux dedans. Je suis en train de tout me rebouffer en plus et en parallèle de Dragon. Je vais faire une overdose, quoi. Et, donc, ils développent beaucoup ce que vous pouvez faire autour de l'inspiration, comment vous pouvez le jouer. Par exemple, ils font la proposition, si vous voulez moins avoir l'impression que c'est le MJ qui distribue les bons points, c'est que la distribution la récompense de l'inspiration soit votée par les joueurs. Tu vois, le joueur dit, ouais, là, Benoît, t'as déchiré, donc hop, je pense que tu mérites ton inspiration, qu'est-ce que vous en pensez les copains? Ok, on file l'inspiration. Étant entendu qu'on est entre gens de bonne compagnie qui vont pas se filer l'inspiration pour l'avoir en permanence, hein, bien sûr. Mais voilà. Mais il y a cette dynamique-là. Mais tu peux aller encore plus loin dans le méta. Par exemple, je lisais le compte-rendu de partie d'un forumiste américain où le mec dit, moi, mon principe, c'est que si le joueur se pointe à l'heure pour la partie en apportant un truc à becter, il a d'emblée l'inspiration en début de partie. Tu vois, c'est tout con, mais je comprends pourquoi il fait ça. C'est les toutes petites manières par lesquelles tu peux faire que la partie se passe bien, au fond. Tu vois, c'est ça l'enjeu. Et après, tu peux toujours déterminer ton curseur, comment tu vois les choses par rapport à ça. Il y a des joueurs américains en 5e édition, beaucoup, qui n'utilisent pas l'inspiration. Pour eux, c'est pas ça, faire du Donjons et Dragons. Ça les intéresse pas, ils y pensent jamais, c'est pas leur truc. Alors que moi, en tant que rôliste, c'est au cœur de ma pratique. L'inspiration, je passe mon temps à l'utiliser parce que pour moi, c'est un des trucs qui fait que moi, la 5e, pour moi, c'est la meilleure version de DD. Parce ils ont pour la première fois cette vraie meta-currency qui récompense le joueur. Mais ça, je pense, enfin, ça dépasse, enfin, comment dire,
Réflexion toute bête. Mais en plus, ça te concerne. Quand j'ai fait la partie de coureur de rage à des gens qui l'ont testé, et puis tu sais qu'on s'est filmé et tout, et eux, c'était leur première coureur de rage, à la fin du débrief, enfin, toi, c'est seulement quand on a échangé par rapport au débrief, la mécanique et comment ils l'ont vécu, qu'ils ont compris à quel point c'était important dans coureur de rage de faire des bonnes narrations pour gratter justement d'avoir L'avantage. l'avantage, quoi, 2 dés au lieu d'un. Et que c'est pour ça que le palier, il est à 16, et que oui, Ouais. on est d'accord, 16, c'est dur. C'est fait pour, déjà, mécaniquement, vous arriviez à gratter un avantage, et tu grattes ton petit troisième, c'est bon, l'action, c'est réussite automatique. Et ça, toi, il a fallu toute la partie pour qu'à la fin, ils se disent, ah oui, d'accord, la mécanique, le MJ, il avait insisté pour ça, parce qu'en fait, et si tu le joues à la DD, ben, enfin, c'est pas fait pour. C'est dur si tu le joues à la DD, sans tenir Ouais, compte mais de gratter un avantage avec sa description. Et enfin, toi, j'ai même pas MJ, après je me tais, tous les joueurs non, n'ont pas encore ce réflexe parce que tous les jeux ne mettent pas forcément l'accent dessus. mais tu vois, par exemple, pour coureur d'orage, et tu as bien fait de parler du palier à 16, qui est létal, hein. 16, c'est super haut, en fait. Et c'est pour ça que sur le site Chibi, il y a un jeu de 3 personnages pré-tirés pour l'initiation. Ils sont pas niveau 1, ils sont niveau 3. Pourquoi? Parce que je sais d'expérience qu'à la première partie, les joueurs se battent pas autant pour avoir l'avantage. Et Ouais. donc, j'ai pas envie, quand j'initie avec CDO, les mecs se fassent massacrer. Donc, je les mets d'entrée niveau 3 pour qu'ils aient plus 3 à leur jet de base au lieu de plus 1. Tu vois. Et pour qu'en gros, c'est 10% de chance en plus qui permettent de rendre le 16 un peu moins agressif. Mais en fait, à la première partie, et pourtant, à chaque fois, moi, je fais la démonstration, je leur dis, il faut, c'est impératif que vous essayez d'avoir l'avantage. Vous avez, tous les moyens sont bons, hein, à faire un truc rigolo, faire du beau roleplay, avoir un plan astucieux. Tout est bon, allez chercher l'avantage. Sans ça, le jeu va vous tuer. Je l'ai designé pour ça. Et, et c'est pas évident. Et c'est pour Ouais. ça que les pré-tirés d'initiation sont niveau 3 et pas niveau 1. Oui, puis que, enfin, du coup, je trouve, pour en revenir à la discussion plus large, on voit à quel point c'est le release général, chose qui ne veut rien dire, je vais me prendre des caillasses, mais c'est pas encore super dans les mœurs de venir sur ce type de règles et puis de les utiliser par réflexe. Non, pas encore. En tout cas, ce que tu vois sur le public 5e, c'est que l'inspiration n'est pas hyper utilisée, pas massivement. Parce qu'effectivement, mais ça, c'est la pratique de l'OSR, moi, qui m'a sensibilisé à ça, c'est le retour au player skill. C'est-à-dire, il y a deux visions du player skill. Il y a l'idée que le player skill, c'est de parfaitement maîtriser les règles et de faire ton perso le plus bourrin possible chez toi tout seul en cumulant les trucs, qui est moi une vision qui m'intéresse pas forcément, même si j'aime bien faire des persos optimisés, mais disons qu'il y a un peu trop un côté je joue tout seul dans mon coin. Et tu as Le la côté version. j'aurais dû faire droit, j'aurais été vachement balèze. Voilà, et tu as la vision du player skill qui est de dire mon talent, je vais l'utiliser pendant la partie, dans l'interaction avec le MJ, en étant drôle, sympa, astucieux, à l'écoute de mes petits camarades. Et moi, ça, c'est ce player skill-là qui est mis en place dans l'OSR. Quand on te dit player skill, not character abilities, donc en gros, le joueur prime sur le personnage en termes d'efficacité, c'est parce qu'on veut t'inciter à te dire, toi, sois astucieux, pense en dehors du cadre, invente des trucs, et c'est par cette interaction que tu vas optimiser tes chances de réussir, et non pas en maîtrisant parfaitement la combo du sort machin avec le don bidule, qui est absolument obscène. Et c'est vraiment deux visions, je ne vais pas dire diamétralement opposées de la pratique du JDR, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont pas... les gens se positionnent souvent plutôt sur l'un ou plutôt sur l'autre. Oui, de toute façon, enfin, c'est de tendance, est-ce que tu viens plutôt du théâtre d'impro ou du Monopoly, quoi? Le Monopoly, ça fait le bâtard, hein. Ah, ça fait le Non, oui, bâtard. ça c'est méchant. Et en plus, après, c'est encore moi qui vais me prendre des scuds. Ah, bah, Donc, non, non, mais je suis moins Monopoly que toi, mais toi-même, tu viens de démontrer que t'es pas que Monopoly. Mais en plus, ça, c'est même pas, je veux pas être péjoratif, mais j'adorais le Monopoly quand j'étais gamin. Mais toi, c'est ce côté, voilà, cogiter les règles, cogiter les pourcentages de chance et te dire, oui, c'est l'optimisation en termes d'études de règles, quoi. C'est et moi, je pas. suis. Ah, tu bloques? Je ne te vois Ah bon, plus. Enfin, bah, tu moi, vois, t'es figé.
Mais c'est pas grave, parce qu'en plus, c'est dans C'est une pas cause grave, c'est assez pas le sexy. son. Voilà, là, c'est bon. Mais moi, je suis souvent sur les forums d'optimisateurs de DD, parce que ça m'intéresse de les voir parler de la façon dont ils optimisent leur perso. Et ils font des connexions, des combinaisons auquel j'aurais jamais pensé. Mais vraiment, où le mec te dit, mais oui, mais là, si tu fais ça plus ça, c'est monstrueusement bourrin. Et c'est vrai que tu y réfléchis 2 secondes, tu te dis, ah oui, d'accord, ok, donc je comprends. Et c'est un jeu dans le jeu, en fait. Et en parler avec les copains, en discuter, on dit, tiens, et ça, on peut faire ça. En fait, on revient à la boucle bouclée, c'est faire son deck de Magic tout seul chez soi avant d'aller jouer contre quelqu'un d'autre à Magic. Et c'est pas sale, hein. Je dis Ah pas oui, ça mais de c'est façon pas ça. Bah, péjorative, c'est hein. c'est bien construire son matos aussi à League of Legends, quoi. Tu prends Oui, c'est pas ça. systématiquement les mêmes objets. Oui, non, mais c'est une partie du jeu, hein. Moi, en fait, là où d'ailleurs, j'étais beaucoup plus comme ça quand j'étais, toi, joueur gamin à 12 ans qu'en vieillissant. Et j'ai arrêté d'être absolument comme ça le jour où, toi, j'ai compris que les règles étaient, enfin voilà, la phrase qui dit les règles, c'est pas sacro-saint. Le jeu de rôle, c'est ce que tu vas en faire autour de la table. Et du coup, créer enfin, toi, le jeu de rôle a perdu son sens en termes de full optimisation. Du genre, je vais passer 12 heures à lire 3 pages de DD5 pour trouver la faille pour faire que si je vais faire un super, je sais pas, gladiateur, pioniste, magicien, clair du feu. Oui, j'ai fait ça, j'étais jeune, pardon. Et du coup, oui, voilà, c'est des règles, quoi. Pour que c'est un intérêt, en fait, faut mettre les règles au statut immuable. Et que tous les joueurs aient, toi, le même corpus de référence pour que tout le monde va s'amuser à faire la bidouille la plus optimum. Mais à Ouais. partir du moment où tu te dis, bah, les règles, elles sont pas en or, elles sont ce qu'on en fait autour de la table, on s'en fout, le mieux, c'est que ça roule pour nous. Enfin, je trouve que ça a littéralement plus de sens. Moi, en fait, ce qui m'a purgé de ça, c'est justement League of Legends. C'est marrant que ça s'articule comme ça dans l'entretien, parce qu'en fait, je me suis éclaté à League of Legends et je faisais du theory crafting, mais comme un bourrin. Je lisais tout, je lisais les stats, je lisais les builds, je lisais les machins, je faisais mes stats, enfin, vraiment, j'étais à fond. Mais pour moi, ça avait du sens parce que j'allais ensuite dans un environnement compétitif. Et tout ce que tu peux gagner, il faut le gagner. Et au fur et à mesure que je déversais toute cette Moi, je énergie, joue à Ram. ah, je déteste la rame, C'est fun, quoi. c'est nul. C'est Et, fun. au fur et à mesure que je déversais toute cette énergie justement de build, d'optimisation dans League of Legends, et ben en fait j'en avais plus envie dans le jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, j'avais envie d'une pratique ludique complètement autre, centrée sur la table et sur le on s'éclate entre copains. Et puisqu'on s'éclate entre copains, je m'en fous d'avoir un perso optimisé. Ouais, mais justement, je trouve que ça a 15 fois plus de sens dans un truc comme LoL parce que c'est clairement compétitif. Et puis, c'est clairement, les règles sont immuables, quoi. Voilà, c'est tout le monde, il a les mêmes outils, il a accès aux mêmes objets. Et après, bah, comment ton équipe puis l'équipe d'en face va savoir les utiliser différemment, quoi. Ouais, Je trouve que dans le jeu de rôle, tu fais ça à DD5, bon, bah, du coup, déjà, ça, enfin, il y a toujours une compétition sous-jacente, mais justement, c'est bête, vu que c'est quand même, vous êtes censé être une team qui a affronter des problèmes. Donc, le niveau 1, c'est quand même plus la cohésion que la dissension, qui me semble au cœur du jeu. Et puis, le niveau 2, c'est que bah, c'est pas un affrontement rationnel. Enfin, je veux dire, tu peux pas t'opposer au MJ. Le MJ te fait péter le tyrannosaure divin et c'est niveau réglé. Tout 350. à fait. En fait, ça a pas de sens parce que la seule vraie compétition que tu aurais, c'est avec tes copains. Puis le but du jeu, bah, c'est plus me marrer avec les copains que les niquer. Donc, LOL, oui, je suis en compétition avec des joueurs. Et puis le but, c'est on va vous tuer la gueule. Tandis que, bah, toi, en jeu de rôle, moins, quoi. On va pas tuer le MJ, hein. Le MJ nous extermine à coups de météorite. D'accord. Et si l'objectif, en faisant le perso le plus optimisé, c'est en gros de voler du temps d'écran aux autres personnages, tu vois, parce qu'en gros, tu vas occuper le spotlight parce que tu fais tout mieux que tout le monde, bon, c'est pas un bon état d'esprit. Pour moi, le bon état d'esprit, c'est on est tous les 4 héros d'un film, il faut tous qu'on ait 25% ou 20% ou 30% de temps d'exposition. Et avec tout le monde a son morceau de bravoure, tout le monde va avoir son moment pour avoir une pause trop stylée, et voilà quoi. Là où ça aurait du style, c'est tu prends un univers de DD5. On était dans les mondes villes. Bah, t'imagines des magiciens tellement surpuissants qui font des invocations d'aventuriers pour voilà, élire le meilleur aventurier, le dernier survivant. Et au début, vous êtes un groupe téléporté dans un labyrinthe de la mort. Et puis, si l'enjeu, là, il est très clair, et dès le début, on dit, bah, le gagnant, c'est le dernier vivant. Et bah, Oui, oui, là, oui, oui, bien sûr. tu dirais, vous avez un setting DD5, les enfants, j'oserais optimiser vos persos, sinon vous n'avez pas de chance de jouer. Là, c'est un Ouais, ouais. setting de base et une Oui, proposition mais qui... c'est une pratique alternative qui peut être sympa.
c'est clair. Ouais. Et dedans, il faudrait rajouter des règles sociales pour que les persos, en fait, qui aient du charisme, puissent faire de la manipulation sur les autres. Genre, ouais, si là, je t'ai gagné tel point, tu te sacrifies pour me protéger du monstre. Je t'ai Oui, niqué. ou pouvoir négocier avec des monstres. Certains monstres errants peuvent être négociés de manière à pas avoir à claquer de ressources en les affrontant, mais en les contournant, ce qui te donne un avantage par rapport à ceux qui, eux, vont être obligés de les tarter. Mais je pensais plus ça, toi, en battle royale interne. Ouais, Là, faut qu'il y ait du monstre neutre. Tu ouais. vois, comme dans LoL. Dans LoL, il y a des monstres neutres. En fait, tu as les monstres dans la jungle, tu as le dragon, tu as le baron Nashor, tu as des objectifs neutres. Et c'est ça qui est intéressant, Mm. qui crée la stratégie. Parce que du coup, ouais, là où je me suis mal exprimé, il faudrait réussir à trouver un biais pour que les gens soient quand même obligés de faire équipe, sauf qu'ils savent que c'est une équipe compétitive. Parce que sinon, c'est juste, bon, bah voilà, début de partie, on ouvre les hostilités, le barbare attaque le mage. Voilà. Ouais, mais en fait, effectivement, en gros, dans l'idéal, faudrait, au début, on fait une alliance forcée, et puis au fur et à mesure, enfin, il y en a qui tombent, il y en a qui tombent pas, on achève les blessés, et puis à la fin, c'est le duel entre les deux derniers survivants. Mais bon, on s'éloigne, on part complètement en vrille. On a fait Dédé Mais, Koh là. mais oui, il y a possibilité. Il faudrait même voir creuser si c'était pas comme ça qu'historiquement se jouaient certains scénarios de tournois à l'époque d'ADD ou des choses comme ça. Ça, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Mais donc oui, la question de dérive de base, c'était comment tu arriverais à définir le metagaming, mais en ce qu'il a de plus simple. J'ai des questions matinales, moi je t'ai dit. Le metagaming en ce qu'il a de plus simple. Non, j'ai pas là comme ça à froid, j'ai pas d'idée. Bah, quelque part, tu vas pas aimer la réponse, mais le méta-jeu de base, il me semble que c'est celui qui optimise le perso tout seul dans son coin qui le fait. C'est-à-dire le perso qui, en fait, en achetant plein avec du vrai argent, plein de suppléments de donge pour comboter le meilleur perso possible, va ensuite prendre du temps d'écran pendant la partie. Ça, c'est du méta-jeu. C'est celui qui va aller sur les forums de discussion, de build, pour aller chercher des idées, pour faire son build optimisé, pour que son perso soit le plus efficace possible. Au lieu de se dire, bah, je vais jouer le chevalier Michel et ce sera super cool, il fait du méta-jeu, puisqu'en fait, il croise des ressources de la vraie vie avec son personnage, enfin pour optimiser son personnage dans le monde imaginaire. Puis pour lui rendre honneur aussi, c'est une forme d'investissement. Oui, en temps et en argent, complètement. Oui, puis enfin en forme de créativité, non, parce que là ça faisait très, on bâche les optimisateurs, alors qu'en Non, non, plus, non, non, pas pas du du tout. tout, hein. Pas du... Et Moi, oui, pour moi, il y a une forme d'investissement qui est très marquée, d'attachement à son personnage. Enfin, tu passes pas 12 heures à créer un perso en te disant est-ce que je vais gratter les 2,5% à droite ou à gauche si tu n'en as rien à foutre de ton perso, quoi. moi le seul problème que j'ai avec les optimisateurs, c'est quand un optimisateur se pointe à une table de non-optimisateurs. Pour moi, Mm. c'est la seule situation qui est potentiellement problématique. Mais moi, un MJ me dit pour la prochaine partie, le scénario est hardcore, venez avec des persos optimisés, je suis heureux comme un pape. Hein. Moi, j'optimise. Mais si un mec se pointe avec son perso qu'il a fait tout seul dans son coin et vole le plaisir et le temps d'écran de tous les autres joueurs, c'est pas cool, c'est juste pas cool. Mais la Ouais, mais pratique du en coup, soi, ça, c'est juste parce qu'on le voit plus souvent, parce que le problème, il existe à l'inverse aussi. Toi, quelqu'un qui est vachement à l'aise en théâtre d'impro, ouais. dans tous les jeux, à la je gratte des trucs en m'impliquant verbalement au moment du jeu, il est quand même vachement avantagé, C'est quoi. vrai, il va prendre le temps de parole, mais c'est là où on va faire, on va lâcher les gros mots, à savoir maturité, c'est-à-dire qu'il faut que cette personne-là ait conscience qu'effectivement, parce qu'il a de la faconde, parce qu'il est à l'aise socialement, va prendre plus d'espace. C'est à lui de se restreindre de lui-même en faisant parler les autres persos, en n'étant pas systématiquement l'interlocuteur du MJ, mais ça demande de la maturité. Et bah, je termine ma boucle, hein. J'avais parlé de Try to Sky, mais parce que dedans, justement, c'est bien noté. Bah, le système a deux, trois dérives dont Romaric est parfaitement au courant et il y a des notes dessus. Et entre autres, voilà, il fait attention, le système, il peut vachement pousser à que le stratège du groupe va dire à tout le monde, toi, tu dois faire ça pour telle possibilité, toi, tu dois faire ça. Ça, je me disais, bah oui, sauf que, enfin, dans un livre de jeu de rôle, je trouve que ça n'a presque pas de sens de dire au MJ, il faut pas que tu. Toi, faut que tu empêches tes joueurs de faire ça.
c'est un groupe de jeux de rôle qui se met à bien fonctionner. S'il y en a un qui est meilleur stratège que les autres, enfin, puis moi en tant qu'MJ ou moi en tant que joueur, j'ai pas la sensation, toi, qui vole la vedette ou qui, c'est nous en tant que joueur, on sait que machin, c'est parmi nous, c'est celui qui arrive le mieux. Toi, c'est comme dire au personnage, non, c'est pas lui qui fait le jet de force parce que c'est lui qui a 16, c'est tout le temps lui qui le fait. Bah oui, on a conscience, nous, personnages, que c'est lui qui a 16 en force, c'est lui qui va. Et par exemple, bah, des fois, dans les groupes de joueurs, tu as conscience qu'il y en a un qui est un bien meilleur stratège. Puis au moment stratégie, c'est lui qu'on regarde. Puis après, on va avoir conscience que l'autre, il est meilleur dans les interactions sociales et c'est lui qu'on regarde. Enfin, je sais pas si je suis compréhensible. Si, mais encore C'est une fois, là, utiliser les ressources des joueurs. je suis d'accord avec toi, mais ça demande une maturité que tous les joueurs n'ont pas, parce qu'il faut Mm. quand même avoir un rapport à l'ego qui est de dire, je sais que Jean-Claude est meilleur stratège que moi, je vais le laisser décider pour mon personnage. Moi, je peux te dire que quand on était gamin, ado et jeune adulte, c'était inaudible. C'est-à-dire, attends, mon idée est certainement meilleure que la tienne, on va plutôt faire comme ça, et tu te retrouvais avec, tu sais, les plans pour l'équipe qui étaient négociés pendant 2 heures, parce Ouais. que personne n'était jamais d'accord. Donc, c'est compliqué. Je pense pas qu'il y ait de. T'inquiète, on a bientôt fini. Tu vas être libre. Je pense Non, pas c'est qu'il y mon ait de. chat qui couine. Je pense pas qu'il y ait de solution parfaite sur le papier. C'est des dynamiques humaines de joueurs autour de la table. Ouais, mais par contre, je trouve qu'on peut avoir une. Parce que, enfin, même maturité, je voudrais dire maturité de jeu au sens, ouais, t'as quand tu vas jouer comme quand t'étais ado, et puis on s'en fout, puis enfin, tu sais, la différence avec la Ligue 1, quoi, les pros, tu te mets à admettre les forces et les faiblesses de tout un chacun. Enfin, oui, ça dépend de la dynamique interne du groupe de joueurs, quoi. Mais pour finir, à la limite, ce sera marrant comme fin. Moi, je peux te dire que les pires engueulades de gaming que j'ai eues, c'est quand on jouait à LoL, justement. Ouais, non, Parce mais que là, quand ça tu es dans, s'insulte dans tous les sens, quoi. mais même quand tu joues entre potes, même quand tu joues dans une équipe de 5 où c'est 5 copains, parce que tu as toujours des gens qui vont s'imaginer qu'ils sont capables de faire tel truc alors qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas capables de regarder objectivement leurs points forts et leurs points faibles, Les joueurs assassins. par exemple, et tu te retrouves à devoir dire, tu sais, à s'engueuler en micro, mais fais pas ça, c'est une idée à la con. Et il va le faire et ce sera une idée à la con. Et donc, c'est toujours le problème du regard qu'on a sur soi-même. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est pas évident. C'est pas évident et faut voir quelle est la dynamique au sein du groupe. Et je pense pas que tu puisses poser les choses de façon absolue. Ce sera toujours l'expérience humaine du JDR, c'est-à-dire qui est en face de moi. Moi, j'ai des amis avec qui je sais que je ne fonctionne pas bien en tant que co-joueur. Ça marche pas, tu vois. Alors qu'il y a des gens avec qui ça se passe très bien en expérience de jeu, avec qui on ne sera pas amis. Et parce que c'est des personnalités qui sont compatibles sur certains trucs et pas sur d'autres. Ah, je trouve que c'est vachement comparable au sport, quoi. Enfin, en ce Ouais. sens-là, la dynamique d'un groupe de jeu me fait vraiment penser, ouais, à la dynamique d'un groupe de sport co, quoi. Enfin, c'est là qu'on Ouais, voit que le jeu de rôle a quelque chose de sport co, au je suis final. d'accord. Je suis d'accord. Ouais, non, ça sera une belle fin qui nous laisse la porte ouverte et les fenêtres aussi pour une future, ouais, parce que si on va repartir en live. En tout cas, Ouais. je te remercie beaucoup d'être passé sur la chaîne. Je coupe l'enregistrement, mais pas la conversation, hein, et je te Ouais. récupère tout de suite. À bientôt. Salut JB, salut les gens.